Et c'est parti. Bonjour Julien, Bonjour. ravi de te retrouver pour aujourd'hui une émission sur une technique, une méthode, une approche que tu as mise au point avec ton expérience au fil des années. C'est ça. Si j'ai bien compris lors de notre échange, tu as pris des petites choses dans différents domaines et tu as fait ta recette à toi pour mettre au point une technique. C'est ça, on pourrait dire ça comme ça, oui. Bon, comme les grands chefs, hein. C'est c'est ça. J'ai pris C'est les meilleurs, j'ai pris les meilleurs ingrédients que j'ai pu trouver dans différentes approches et domaines thérapeutiques et j'en ai fait une synthèse. D'accord. Alors, pour les personnes qui n'ont pas vu l'émission précédente sur le MDR, est-ce que tu peux en quelques mots te présenter? Oui, alors je suis Julien Baillet, je suis psychologue du développement. Je travaille comme praticien EMDR, en psychothérapie sensorimotrice, en plein d'approches spécialisées dans les soins du trauma. Je me suis progressivement, moi, spécialisé dans tout ce qui était dissociation structurelle de la personnalité. Et j'ai été amené du coup à voyager pas mal, à me former auprès de grands experts à travers la planète, notamment Janina Fischer. Et donc j'ai été amené à pouvoir développer ma propre approche que j'ai nommée incorporée, dont on va parler maintenant. D'accord. Alors, qui est Madame Fischer? Janina Fischer, alors elle est formatrice actuellement à l'Institut de psychothérapie sensorimotrice du Colorado. Mhm. Elle a été une des assistantes et une des formatrices de la Medical School dans laquelle travaillait à Harvard Bessel van der Kolk. Donc elle a travaillé avec le plus grand expert du trauma qui existe actuellement au monde. Hein. Bessel van der Kolk, c'est la référence. Mhm. Et donc elle a travaillé avec lui pendant longtemps. Et j'ai eu la chance, moi, d'être son assistant pendant 2 ans à Londres et de traduire son livre. Ah, d'accord. Et alors, sensorimotrice, c'est-à-dire? Alors, sensorimoteur, en fait, c'est pour aider à se reconnecter au corps. En fait, c'est pour faire une D'accord. référence à la dimension corporelle. La fondatrice Pat Ogden, c'est une des leaders dans le monde, justement, à avoir développé une approche, la psychothérapie sensorimotrice, qui vise à reconnecter ce qu'on pourrait dire, ce qu'on a l'habitude d'appeler la reconnexion corps-esprit. D'accord. Donc, c'est les personnes qui Donc, ont de gros traumatismes et par, je dirais par défense, par moyen de défense, on se dissocie, on va ailleurs pour pas y retourner. c'est ça, hein. C'est ça? C'est que l'installation des mécanismes de dissociation fait qu'il y a un évitement plus ou moins prononcé chez les gens de tout ce qui est corporel. Et forcément, ça pose des problèmes à long terme parce que comme tu vis dans ton corps tout le long de ta vie, plus tu l'évites et plus ça devient compliqué, forcément. Mmh. Donc oui, c'est une solution, instantanée à court terme qui est efficace, mais qui est pas pérenne en fait, hein. Tout à fait. Bon. Alors dans cette, approche, dans cette technique, incorporée, alors qu'est-ce que tu y as mis à l'intérieur? Alors, la première chose que j'y ai mis, c'est ce qu'on appelle le traitement de l'information. En EMDR, en fait, j'avais appris, moi, que le cerveau humain, en fait, il avait, parmi tous ces systèmes, la capacité de digérer spontanément les événements de vie difficiles. Et en EMDR, on appelle ça le traitement adaptatif de l'information. Donc, l'idée, c'est qu'en EMDR, en fait, on active des mouvements, des stimulations bilatérales et alternées pour réactiver cette capacité de résilience à digérer les traumas. D'accord, donc la résilience en fait, c'est quelque chose de naturel? Oui, quand c'est construit. C'est là qu'on arrive, en fait. C'est que des fois, en fait, on se rend compte que des fois, le TAI marche pas ou est beaucoup plus lent qu'avec certains autres patients. Donc, moi, j'ai été amené à me questionner pourquoi. Mmh. Donc, j'ai été obligé d'agrandir ma lentille de compréhension de qu'est-ce que c'était que le TAI et donc de pas me limiter ma compréhension du cerveau à uniquement au cerveau, finalement, mais à élargir à qu'est-ce que c'était que le système nerveux dans sa totalité. Qu'est-ce que ça impliquait aussi de comment il se développait, comment le développement, en fait, finalement, d'un être humain ça allait permettre de construire ou pas des capacités de résilience. Qu'est-ce qu'il fallait pour ça finalement? Qu'est-ce qui fait que certaines personnes peuvent digérer des événements traumatiques et d'autres pas? C'est un mystère, hein, ça. Alors, oui, Si oui, c'est si c'est oui, oui, l'événement qui est en cause, c'est en vrai que fait, c'est un c'est un mystère, mystère. oui. Oui, Alors, aujourd'hui, on a tendance à dire, bah, ça dépend, des mémoires traumatiques, ça dépend de l'histoire, des ressources, des gènes.
Mais globalement, on n'a pas vraiment de certitude. Moi, j'ai repéré 4 facteurs, hein, si tu veux, qui venaient empêcher la digestion. C'est d'abord la précocité des événements, c'est-à-dire plus ils arrivent tôt dans ton histoire de vie, plus ça va être compliqué de les digérer. Donc, si tu es juste un nourrisson ou même in utero, par exemple, tu vis les traumas par le biais du ventre de ta mère, et ben, ça va t'impacter forcément puisque ton système nerveux est très immature. Hmm. Il est vraiment en totale construction, donc tu as ce premier critère-là. Le deuxième, c'est l'intensité de cet événement. Donc, plus il arrive tôt et plus il est intense dans ta vie, ben, je sais pas moi, si ta mère ou ta famille vit un deuil à ce moment-là, ou vit un accident, ou vit des choses très compliquées, plus ça va être intense et donc plus ça va t'impliquer. Ensuite, le troisième, c'est la répétition, si ça se répète. Et enfin, la dernière, et non des moindres, c'est si ces événements sont effectués par des caregivers, c'est-à-dire par les gens qui sont censés s'occuper de toi, ben là, on a des aggravations de l'état de ton système nerveux qui font que il sait plus gérer, en fait, tout simplement. Tu dis par des carnivores? Caregiver. Ah, d'accord, Claire dit. Ah oui, parce que je disais, qu'est-ce que ça vient faire là? Carnivore, qu'est-ce que ça va faire là? Exactement, c'est une très bonne question. Qu'est-ce qu'il vient de faire là? Je sais pas. Bon, Non, non. voilà, d'accord. Oui, oui, donc en fait, Caregiver. tes figures d'attachement. Oui, tout à fait. Voilà, des personnes Qui sont censés s'occuper de toi. qui sont censées s'occuper de toi, oui, tout à fait, oui. Ouais. Alors, par rapport à ce que tu viens de dire, donc l'âge, l'intensité, la répétition, si c'est des personnes avec qui il y a déjà des alliances, donc ça Ouais. veut dire que ce qu'on a tendance à penser qu'on est jeune, on va digérer et ça sera plus facile, c'est complètement faux. Ça peut si tes caregivers sont là. C'est eux qui sont les responsables de la régulation, en fait, hein, Mhm. dans l'histoire de comment un système nerveux sain se construit, hein, dans l'histoire de l'être humain. Plus tu as un cercle autour de toi de gens qui vont être là pour toi, pour t'aider à pleurer, pour avoir peur, à être triste, à être en colère, etc., plus tu vas pouvoir digérer tout ce qui est relié à ça, hein. C'est le lien, c'est la valeur On est des animaux sociaux, hein, on l'oublie trop souvent, on a besoin de connexion, on a besoin de vie sociale, on a besoin d'être en lien avec les gens et donc d'être sécurisé. C'est la fonction des caregivers, hein. C'est pour ça que ça peut être en fait intégré, incarné par d'autres personnes que nous géniteurs, et heureusement. Euh, si ce sont des oncles, des tantes, des grands-parents, des éducateurs, des gens autour de nous qui sont là pour nous, eh ben on va pouvoir développer des capacités de sécurisation et donc de digestion et de régulation de nos Mm. émotions. Et donc on va être bien plus à même de digérer les événements difficiles dans notre vie. Oui, oui, ça peut être un instituteur, ça peut être un prof de C'est sport, ça, voilà. Alors, exactement. on va juste traduire caregiver, c'est de l'anglais, ça veut dire quoi littéralement? C'est ceux qui prennent soin. C'est ceux D'accord, qui donnent du care et caring, c'est ceux qui prennent soin, en fait, ceux qui donnent du soin. d'accord, ok. Alors, donc, suite à ces constats, où est-ce que ça t'a amené? Donc, le constat donc, du TAI défaillant, donc du traitement adaptatif de l'information défaillant, m'a amené à me questionner sur comment on pouvait faire en fait, pour qu'il ne soit pas défaillant. Et est-ce qu'il y avait moyen finalement de le réparer? Et donc c'est en suivant comment naturellement le système nerveux se construit que j'en suis amené à développer du coup une pratique qui fait qu'on suit tout simplement les étapes de développement d'un être humain et d'un système nerveux humain pour réparer les systèmes nerveux les plus abîmés. Donc du coup, moi j'ai élargi, je ne me suis pas limité à un traitement adaptatif de l'information, je parle de traitement de l'information, et donc j'envisage le système nerveux dans sa totalité comme une immense machine à gérer les informations. Ce qui sous-entend que finalement, tout est réparable, quasiment. On va dire que tout est aménageable. D'accord. C'est-à-dire que rien n'est figé dans le Non. marbre et on Alors, peut améliorer n'importe quelle situation. les seules choses qui sont figées, c'est la mort, hein. Il n'y a que les morts qui ne bougent pas. Donc, à partir du moment où ça bouge et il y a du mouvement, et c'est une des clés d'ailleurs de l'incorporer, hein, c'est que réintégrer à travers le mouvement, c'est ce qui va permettre justement de revenir à la vie et quitter la survie. Hmm. Donc, c'est tout à fait réaménageable. Après, c'est une question de. Encore une fois, si on a eu les 4 premiers critères, tu vois, très présents dans la vie, bah, le risque. Donc, la composante génétique, on ne la contrôle pas, hein, elle est Hmm. là. Donc, ça ne veut pas dire que toi, avec ces 4 éléments-là, ce ne sera pas le même résultat que moi avec ces 4 éléments-là. Hmm. Donc derrière, il faut qu'on fasse du sur-mesure, c'est ce que j'apprends à mes étudiants. Je leur dis qu'on fait de la haute couture, hein, on fait toujours du sur-mesure. Le système nerveux de chacun, il a des grandes règles
qu'on retrouve chez tout le monde. Pour autant, on est obligé de faire avec là où ils en sont, comment ils fonctionnent, etc., etc. Donc, on adapte tout ça. Bah, ça fait partie, oui, quand on est dans l'humain, on peut pas, faire un modèle et l'appliquer à tout le monde, hein. Ça, c'est sûr. Ben, c'est ce que j'essaie de faire en essayant de trouver des leviers, si tu veux, des points communs qu'on retrouve en tant qu'espèce, hein. C'est l'idée on est des mammifères et donc on a des fonctionnements communs, c'est certain. Et après, on a aussi des différences. Donc, activer, connaître quels sont nos leviers thérapeutiques et nos leviers de développement et de guérison, ça marche chez beaucoup de gens, en tout cas. D'accord. Alors les points communs, qu'est-ce que ça va être entre mammifères? Et est-ce que tu inclus les animaux? Donc, quoi? Est-ce qu'il y a des points communs, humains, Alors, animaux, oui, comme on oui. est des mammifères? Un des autres points importants de l'incorporé, c'est qu'on repose sur comment les mammifères se défendent. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils ont Mmh. reçu comme héritage génétique en termes de capacité à se protéger. Et donc, ce sont les systèmes de défense mammaliens, c'est-à-dire les systèmes de défense qui sont communs à tous les mammifères sur Terre. Donc, les plus connus sont le combat, la fuite et l'immobilisation, hein, le fameux fight, flight, freeze, Mmh. même si le freezing, il est souvent sujet à confusion. Moi, j'en ai identifié 3 autres à travers mes recherches et que j'intègre du coup dans mon modèle. Et donc, une des parties du travail dans Incorporé va être donc d'examiner ces systèmes, hein, ces parties de la personnalité, pour voir comment elles structurent la personne, comment elles se sont adaptées au travers des différents éléments de vie, comment ils se sont construits, câblés dans les liens d'attachement. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, en fait, cette adaptation qui leur a permis de survivre pendant 10, 15, 20, 30, 50 ans, que sais-je, eh bien, comment aujourd'hui, en fait, ça les met en souffrance parce qu'ils n'arrivent pas à quitter ces modes de survie. Donc, on les aide à revenir à la vie en rééquilibrant ces systèmes. Est-ce que tu peux développer un petit peu les 3 que tu as trouvés en plus? Oui, bien sûr. Alors, bon, déjà, le combat, tout le monde voit à peu près ce que c'est, mais il faut raisonner. Alors, on va raisonner en termes de stratégie, d'accord? Mmh. La fonction d'un système de combat, c'est de mettre à distance ton adversaire ou le danger. Donc, ça veut dire que c'est pas toi qui vas reculer, c'est lui que tu vas faire reculer. D'accord. La fuite, ça va être la même stratégie, ça va être mettre à distance le danger, mais sauf que là, ça veut dire que tu as évalué que le danger est bien trop grand, donc tu ne peux pas l'annihiler, tu ne peux pas le détruire ou tu ne peux pas le repousser. Donc c'est toi qui vas partir en courant. OK? Mmh. Donc combat, on met à distance. Ouais. Fuite, on se met à distance. Mmh. Troisième option, l'immobilisation. Donc là, l'immobilisation, c'est on ne bouge plus. Oui, c'est la sidération. Alors, oui, effectivement, tu peux avoir un état comme ça de sidération, mais c'est surtout un état en fait qui fait que tu limites la production de tes mouvements pour que ton prédateur ne perçoive pas ta présence. Mmh. Donc, tu es dans un état où toi, par contre, tu es en mode de perception d'informations immense. Donc, tu vas énormément regarder les gens qui ont une espèce d'hypervigilance comme ça, où ils sont coincés dans une hypervigilance dont vous n'arrivez pas à sortir. C'est souvent ce système-là. Et il est très puissant parce que du coup, lui, il t'empêche de bouger et il vient hyper solliciter aussi ton système visuel avec cette récolte d'informations, tu vois, le plus possible pour Mmh. savoir quand est-ce que le danger va partir. Et une fois que le danger est suffisamment loin, là, tu vas très vite réactiver ton système de fuite pour te mettre à l'abri. Donc on n'est pas dans la sidération comme on l'entend habituellement où, en fait, je peux plus bouger même si j'ai envie de bouger. Tu peux plus bouger même si tu as envie de bouger, mais tu n'es pas sidéré. Voilà, d'accord. Oui, oui, c'est pas tout à fait la même chose, hein. Pas tout à fait. Non. Donc là, on est sur les 3 les plus connus, on Mmh. va dire. Le quatrième, c'est ce que j'appelle moi le système de soumission morphinte. Donc la morphinte, c'est une des techniques de protection qui est les plus présentes dans le monde animal, hein. Tu le retrouves chez plein d'espèces, tu sais, qui font le mort, hein, Mmh. littéralement, Oui. avec une perte du tonus musculaire, vagal, etc. Donc une espèce de sensation de flasque où tu n'as vraiment plus rien, où tu as vraiment l'impression qu'il est mort, hein. Notamment chez les opossums, hein, si vous voulez voir des images d'opossums, amusez-vous à voir. Il est très intéressant l'opossum d'ailleurs parce qu'on le voit très bien passer par cette étape d'avant, c'est-à-dire le freezing, où il s'immobilise complètement et où après, par contre, POC, il va complètement s'effondrer. Et donc ça nous permet de voir qu'il y a une vraie distinction, une vraie différence entre les deux. Donc ce système-là, en fait, il vient vraiment nous éteindre, hein. Il y a des pertes de conscience. Et puis, bah, si le prédateur ne nous a pas mangé, on se réveille et donc on peut reprendre notre vie. D'accord.
Alors l'opossum, ça ressemble un petit peu à un petit rat en fait, hein. Plus ou moins petit, ouais. Hein, voilà, c'est ça, hein. C'est exactement ça, ouais, ouais. Ah, C'est lui. c'est mignon. C'est mignon, sauf quand C'est tu vois, entre, sauf voilà, quand c'est il montre les entre. dents. Ouais, ouais, oui, celui qui monte les dents, il n'est pas sympathique, ouais. Eh ben là, il est en C'est mode entre le free. rat et le koala en fait, hein. Euh, Écoute, pourquoi pas. C'est la pelure qui te fait penser au koala, c'est la C'est couleur. le côté un petit peu Au rondouillard là. niveau, au niveau des pattes, il n'a pas vraiment la même préhension. Je pense qu'il n'a pas les mêmes Hmm. les pattes. On va le laisser dans son milieu naturel. Oui, c'est ça. Donc ça, c'est la morphinte, ça va être Uniquement morphale. Ouais. voilà. Ça ressemble. Est-ce que ça, ouais, on est un peu dans la famille de la sidération ou pas du tout? Là, oui, complètement. Parce qu'en fait, tu as une extinction telle du système nerveux que tu es sidéré, et ensuite, tu peux aller jusqu'à une perte de connaissance. Hein. Donc, Hmm. avec donc amnésie, etc. derrière. On retrouve ça chez certains animaux hein, pour éviter le prédateur. Alors, en fait, là, on en est. Pour que ce système-là se mette en marche, il faut que tu aies pas réussi justement à fuir ton prédateur. D'accord. C'est-à-dire que ton système de fuite, il a échoué. Tu n'as pas couru assez vite, tu vois. Ça T'as veut pas- dire t'as- que les trois premières options n'ont pas fonctionné, donc il y en a une quatrième. Exactement. Et c'est celle la plus extrême, puisque là, tu es pris au piège, hein, finalement. Tu es dans Mhm. un coin, tu ne peux plus te battre, tu ne peux plus le mettre à distance. Et si tu prends l'exemple d'une gazelle et d'un groupe de lions qui est en train de l'attraper et de commencer à le dévorer, l'avantage de ce système-là, c'est que du coup, tout d'un coup, tu vas plus rien sentir. Ah oui, donc ça veut dire que Ça la va gazelle, balancer elle va pas en tellement. réchapper, mais elle aura pas mal, quoi. Déjà, si elle n'en réchappe pas, elle aura pas mal. Mhm. Mais à côté de ça, moi j'ai vu des études passer, des hypothèses aussi qui disaient qu'il y avait en même temps qu'il y avait cette hypotonie qui s'activait et puis donc cet effondrement, tu avais aussi une sécrétion d'hormones et d'odeurs qui venaient faire croire aux prédateurs qu'en fait là, tu avais un animal qui était mort depuis longtemps. Ah. Ah oui, donc une odeur de charogne ouais, ouais, Exactement. qui peut en écarter certains, ouais. Et alors c'est l'idée, tu vois, c'est que faut pas perdre de vue qu'un lion, c'est un carnivore, comme on disait tout à l'heure, du coup. Mhm. Et donc, il a un système digestif qui est très spécifique aux carnivores, c'est-à-dire qu'il leur faut de la viande très fraîche parce qu'ils ne Mhm. vont pas pouvoir la digérer longtemps. Donc, s'ils s'amusent à manger une carcasse qui est un peu avariée, ils se mettent en danger. Donc, c'est pour nous aider à voir le niveau d'intelligence de ces systèmes quand même. Hein. C'est que en faisant croire au lion qu'éventuellement ce qu'il est en train de manger, c'est déjà mort depuis longtemps, alors qu'il vient de courir après depuis peut-être 10 minutes. Hein. Mais là, instantanément, ça peut faire bugger son cerveau à lui, ce qui fait qu'il va peut-être lâcher momentanément. Et donc, ça va permettre au système nerveux de la proie, du coup, là, de décharger très vite pour reprendre sa fuite et éventuellement pouvoir survivre. Il faut s'imaginer à quelle vitesse ça va. Là. Mhm. On est vraiment dans du millième de seconde. Hein. Et donc, dans des interactions qui sont totalement automatiques et pas du tout contrôlées. Donc, ça, c'est ce qui se passe dans une chasse hein, quotidienne. Donc, je sais pas, moi, entre un renard et un lapin. Euh, mais qu'on ne voit plus, nous, hein, auquel on n'assiste plus dans nos sociétés modernes, ou très peu. Mais on a, nous aussi, ces systèmes-là en nous. Donc, si nous, on se retrouve dans un coin de rue, agressé, battu au sol, etc., on va avoir exactement le même fonctionnement qui va être de tout éteindre, plus rien sentir. Et si on se réveille à l'hôpital, eh ben, on aura survécu. Euh, Mhm. Ça, c'était pour le quatrième. Mhm. Le cinquième, il est intégré au système d'attachement. Donc, l'attachement, c'est plein de sous-systèmes. Hein. On a parlé notamment du caregiver tout à l'heure, donc c'est celui qui donne les soins. Il y a une dimension défense et protection dans l'attachement qui est ce qu'on appelle le pleur à l'aide ou le cri à l'aide, si tu veux. Mhm. Et donc, c'est tout simplement un bébé qui pleure. Hein. Quand un bébé pleure, il ne faut pas perdre de vue donc un nourrisson ou le petit d'une espèce, surtout chez l'être humain. Hein. Il n'y a aucune chance qu'il survive si personne n'est là pour s'occuper de lui. Donc lui, il n'a que deux options. Soit il s'éteint, donc il utilise le système de soumission morphane qu'on a évoqué tout à l'heure, Mhm. puisque celui-là est déjà en marche à la naissance. Il peut déjà fonctionner à la naissance. Ou alors il pleure pour que ces caregivers aient l'information qu'il y a un besoin qui est là et que donc il faut venir prendre en charge son besoin.
petite parenthèse, ça vient confirmer, un bébé ne fait pas de caprices. Et Il non, a des besoins. aucune chance. Parce qu'il Aucune chance qu'elle voilà, fasse un caprice. il y a encore il y a pas mal de personnes qui disent, bébé qui a 8 mois, ouais, ça y est, ça commence les caprices. Non, 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 il a des C'est ça. besoins. C'est exactement ça. Ça veut pas dire qu'il sait pas faire, qu'il sait pas, quand il a envie des bras, insister, mais il a des besoins. Et c'est bien pour Oui, sa construction future de c'est c'est- subvenir à ses besoins. c'est- c'est plus que bien, c'est nécessaire. Eh ben oui. On parle de la construction d'un système nerveux humain, ça prend jusqu'à 25 ans. Mm, On a de la neuroimagerie qui a montré que pour qu'un cerveau adulte mature maintenant puisse atteindre son niveau maximum de développement, ça durait parfois jusqu'à 25 ans. Donc mm, imaginez à vous un peu donc là, le niveau de fragilité qu'on a, jusqu'à quand ça dure. Si à 8 mois, vous commencez à dire qu'il fait des caprices, donc vous commencez à juger les activations du système nerveux comme étant négatives pour vous, qu'est-ce qui va se mm. passer? Quel adulte vous êtes en train de construire? Oui. On va partir dans les évitements, là. Oui. Enfin, c'est le truc, c'est que ça fait du boulot au thérapeute, mais on s'en passerait bien, quoi. Oui, oui, oui. On s'en passerait bien. Donc ça, c'était, du coup, c'est le 5e, Mhm, l'appel à l'aide, hein, mhm. le pleur à l'aide. Et le dernier, c'est ce que j'appelle, moi, la part épuisée désespérée ou le système de récupération des énergies. C'est un système qui va avoir tendance, du coup, à te saper le moral. Donc, tu as un fonctionnement dépressif majeur. C'est un système qui vise à récupérer ton énergie. C'est un peu la jauge orange de ta voiture quand elle te dit j'ai plus d'essence, j'ai plus d'essence. D'accord. Alors, j'aime beaucoup utiliser cette métaphore parce que quand je dis à mes étudiants, bien évidemment, vous, dans votre quotidien, quand vous voyez que vous êtes sur la jauge orange, bien évidemment, vous allez prendre la voiture pour aller faire 300 bornes. Et ils me disent bien sûr que non. Je vais à la station d'essence la plus proche. Je dis c'est ça. Donc toi, quand tu arrives en fin de semaine avec beaucoup trop de patients à gérer, tu te reposes. Mm. C'est mieux de se ressourcer, ouais, et d'essorer l'éponge. Encore une fois, c'est nécessaire. C'est que ce système-là, il a pour fonction justement de nous aider à repérer quand est-ce qu'on risque se mettre en burn-out. Et burn-out, ça veut Mm, dire on va arrêter, mais arrêter complètement, hein. C'est-à-dire que on va arrêter d'avoir une activité professionnelle, on va arrêter d'avoir une vie sociale parce que c'est trop épuisant et trop exigeant. Le niveau d'épuisement est tellement énorme que c'est comme si tu restais sur ta jauge orange en permanence à clignoter, mais que même si tu fais le plein, ton système disait bah non, mm. moi je t'écoute plus, il faut qu'on reste en sécurité. Donc celui-là, il vient gérer l'énergie. Et avec tout ça, eh ben, en régulant tout ça, tu résous énormément de problèmes de tous nos patients en fait. Oui, oui, en fait, c'est beaucoup plus fin que ce qu'on a l'habitude d'utiliser avec les trois premiers. Forcément, parce que ça élargit la palette déjà de fonctionnement du système nerveux. Un système nerveux humain, c'est très complexe, hein, c'est très puissant aussi. Parce que tous ces systèmes-là, on n'a aucun contrôle dessus, hein, encore une Voilà, fois, c'est ce que j'allais te poser comme question. Ces trois supplémentaires, ils sont également gérés dans la partie reptilienne, hein. tous, Hmm. absolument tous. Aucune, aucune chance de les contrôler. À tout moment, ils vont prendre le relais et décider pour nous que ce qu'on est en train de vivre, c'est dangereux et que donc c'est eux qui vont gérer. Hmm. Donc le seul moyen pour nous de réguler ça, c'est de développer euh, la 7e part, on va dire, donc le 7e système qui va permettre de soigner tout ça, que j'appelle moi la part du présent, et qui donc va utiliser la pleine conscience pour aller soigner ces différents systèmes, réguler ces différents systèmes, pour qu'en fait ils puissent s'activer le plus tard possible. À aucun moment l'ambition c'est d'éteindre et de faire disparaître ces systèmes, ça n'aurait aucun sens. Ça c'est important parce que j'ai beaucoup de patients qui arrivent en me disant je veux plus de ma colère, Hmm. je veux plus de ma part combat, etc. Alors, je sais pas faire, parce que même un neurochirurgien, je pense pas qu'il puisse t'amputer de ces systèmes-là sans faire des dommages particulièrement importants à plein d'autres régions dont tu auras besoin. Donc déjà, on sait pas faire. Et deux, est-ce qu'on a vraiment trop de défense en nous pour pouvoir se priver d'une telle que le combat? La réponse est non. Donc, par contre, trouver une façon adaptée
de se protéger quand on est agressé, de poser des limites, de dire non, d'être respecté et donc de savoir se battre ou de juste de montrer les dents comme le font les chiens, tu sais, quand tu Mhm. t'approches trop de leur territoire, parce que c'est ça l'idée. C'est une gestion des territoires et de l'espace. Eh bien oui, c'est la meilleure chose à faire. Si j'ai besoin, je sais que je peux. Je peux solliciter le système. Par contre, je ne subis pas ce système. Je ne suis pas en permanence en train d'agresser les gens parce que j'estime qu'ils me marchent tout le temps sur les pieds. Je ne passe pas ma vie à me battre. Donc ça veut dire que ça, c'est plutôt que de laisser le reptilien gérer, c'est de prendre la main Oui. et de décider ce qu'on va utiliser comme système de défense. De reprendre la main et de retarder l'accès au système de Mm. défense pour qu'ils prennent le relais. De toute façon, ils prennent le relais. Euh, ça, c'est. Moi, j'ai fait des arts martiaux pendant longtemps, euh, dans différents courants et donc avec différentes approches, avec beaucoup de données en anatomie et aussi sur ces fonctionnements-là. Et les plus grands experts que j'ai pu croiser et qui, pour le coup, que j'ai trouvé sérieux parce que ça faisait écho à tout ce que j'apprenais en parallèle en psychothérapie et donc par rapport au développement de nos systèmes de défense en tant que mammifères, ils viennent t'expliquer que ton entraînement ne vient que retarder tes mouvements automatiques de défense. Mm. Tu ne peux que les retarder, tu ne pourras jamais les empêcher. Et est-ce que tu peux les faire circuler plus vite, c'est-à-dire en ressortir plus vite? Ah oui, oui. Parce qu'on fait ça en EFT, hein, quand on tapote et pour désactiver. Alors, l'intérêt, c'est quoi? C'est d'être conscient dans quel système on va partir, de le laisser se mettre en route et d'en sortir le plus vite possible? Alors l'idée, c'est qu'il va s'activer sans te demander la permission. Donc c'est pas toi qui va l'activer du coup, c'est lui qui va s'activer. Tu peux l'activer volontairement, Mhm. mais quand tu es vraiment en mode de défense, c'est lui qui s'active sans toi. Donc l'idée, c'est que quand il s'active sans toi, que toi tu raccroches les wagons et que tu ailles Mhm. faire les choses avec lui en conscience et que donc tu puisses réguler ce qui est en train de se passer. Oui, en fait, c'est récupérer une Et partie de soi et devenir allié plutôt que de se battre contre, quoi. c'est totalement ça, c'est une Mm. alliance. La création d'une alliance et d'un système collaboratif. Ce qui est valable dans beaucoup de domaines, hein, ça fait, on entend très souvent quand quelqu'un a une grave maladie et on lui dit tu vas te battre. Moi, je trouve qu'il manque le bout de la phrase. Parce que c'est pas tu vas te battre contre la maladie, c'est tu vas te battre avec la maladie pour l'aider à partir. Pour moi, c'est une immense connerie de dire ça. Bah oui, il faut rajouter la Il ne fin, s'agit c'est-à-dire que pas. non, Non, mais on devient allié avec la maladie, on fait tout pour l'aider à partir, quoi. il y a une idéalisation du combat, et Mm, notamment de la part combat, en croyant qu'elle résout tous les problèmes. Je ne pense pas qu'apporter de la guerre sur Terre, ça résolve quoi que ce mm, soit. On le voit encore aujourd'hui. On fait comme si on découvrait, mais il n'y a rien de nouveau. Euh, pour apporter la paix, il faut créer la paix. Ne demandez pas à une part combat de vous amener la paix, ça n'a aucun sens. mm. Une part combat, elle est là pour se battre et pour protéger. Donc elle fait très bien son job. Oui, Donc on demandera. le mot dans ce sens-là, oui, le mot se battre est pas bien Donc on ne va pas utilisé, se ouais. battre contre une maladie, on ne va pas combattre une maladie, Non, on va l'aider. on va accueillir déjà, on va Mm, accueillir histoire de voir est-ce qu'on a une part de responsabilité dans tout ça, parce qu'on sait qu'un cerveau humain et un corps humain c'est très puissant et qu'il y a une interaction euh, qui est là, une connexion qui est là. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi? Quelle est ma part à moi dans tout ça? Et puis est-ce que je peux pas être un peu bienveillant envers moi-même pour accueillir mhm, ce que j'ai à vivre et ce que j'ai à apprendre? Tous les survivants de maladies viennent te dire qu'ils ont énormément appris de leur souffrance mm. et de leur maladie à cette époque-là. Il y a une vraie sagesse que tu retires de ça. Alors sur le moment, tu le vois pas comme ça, Non. forcément, et surtout si les soignants autour de toi, ils sont dans un mode à combattre et à vouloir éradiquer la maladie. Mais on a toujours plus à gagner dans la collaboration, Mm. toujours, toujours, Mais toujours, c'est toujours. vraiment un problème de vocabulaire en fait, hein. Parce quand je disais on se bat avec pour l'aider à partir, c'est plutôt je lui apporte toutes mes ressources avec bienveillance pour que ensemble on fasse circuler quoi. Effectivement, ça dépend ce que tu mets dans le mot se battre, Mhm. c'est sûr. Parce que si ça pour toi c'est se battre, ben ok, je te rejoins. Voilà. Pour moi, se battre, c'est du rejet. C'est Mm. mettre à distance, comme je t'expliquais tout à l'heure. Donc Oui, oui, d'accord. c'est Non, pas moi faire j'étais dans alliance avec la l'idée maladie. se battre, c'est-à-dire mettre ensemble les ressources pour ensemble traverser quoi. J'appelle ça collaborer et soigner. Oui, 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 c'est vrai que le terme est peut-être plus adapté, ouais. On est d'accord. Alors, revenons donc à incorporer.
Donc, une fois que tu as identifié ces modèles, comment ça fonctionne? C'est-à-dire que toi, pour mettre en place la guérison, l'amélioration, si j'ai bien compris, c'est d'aller identifier comment la personne fonctionne. L'idée, c'est toujours d'aider le patient à aller s'explorer. S'il y a des conflits en interne, s'il y a des blessures internes et qu'elles sont toujours là, c'est que personne s'en est occupé, ou pas suffisamment, ou mal. Il y a toutes ces options-là. Mhm, Et si la dissociation ou de la conflictualisation interne, donc je suis en guerre contre moi, je ne supporte pas ces parts de moi, ou je dois les combattre, tu vois, je dois me mhm. dépasser, je dois les faire disparaître, etc. Ça ne fait qu'entretenir la souffrance, les symptômes, etc. Donc, le premier niveau de travail dans Incorporer, c'est déjà de ça, déjà de pouvoir se penser comme un système, d'intégrer qu'on n'est pas linéaire, mais qu'on est systémique, qu'on a des parts de nous, et que c'est à nous à apprendre à s'en occuper. Et que malheureusement, l'école n'a pas fait ce job-là, donc il faut qu'on fasse ce travail aujourd'hui. Oui, on est plutôt dans une culture et dans une société où la petite part de nous qui nous dérange, on va la mettre sous le tapis, hein, et on va lui C'est mettre des ça, coups de pied, hein. À part qu'au exactement, bout d'un moment, elle vient faire coucou, je suis là, je fais partie du système, donc tu vas pas te débarrasser de moi. exactement. J'avais entendu, je me rappelle plus, la conférencière qui avait pris cette métaphore, j'avais trouvé ça assez sympa. Imagine que tu es autour d'une table avec toutes les parts de toi autour, et au Mhm. milieu, il y a ta vie qui défile. Et en fonction des épisodes, il y a des fois une part qui tombe dessous. Donc tu as deux options, soit les autres lui mettent des coups de pied pour pas qu'elle remonte, mais ça va faire de plus en plus de bruit, ou alors les autres vont aller la chercher puis l'aider à revenir, quoi. Oui, on peut voir ça comme ça, effectivement. Euh, Moi, j'ai tendance à voir ça en termes de système déséquilibré Mhm, et donc aussi d'âge déséquilibré. Actuellement, on entend beaucoup parler, ou on a déjà beaucoup entendu parler de cette histoire d'enfant intérieur, mais on a des parts de nous qui sont pas enfants. Il y en a des parts qui sont bébés, donc elles sont encore plus petites. Il y a des parts qui sont ados, et donc ça demande à notre part du présent, qui elle est plus adulte, hein, de savoir gérer différents âges, différents niveaux de développement en nous, et donc différents niveaux de blessures. Donc c'est pour ça qu'on doit l'apprendre, hein. Et donc c'est pour ça qu'on doit apprendre à s'explorer, qu'on doit apprendre à s'accueillir, à être bienveillant. mhm. Euh, et ça s'apaise, ça s'apaise progressivement. C'est vrai que l'enfant intérieur, on a tendance à imaginer un gamin de 6, 7 ans, Oui, c'est ça. mais comme tu dis, hein, Il n'y a que des blessures de 6 7 ans. Ce serait voilà. génial, hein, ce serait Oui, oui, top. oui. Mais non, non, il y a intra-utérin et Et tout puis serait ainsi de suite, résolu. quoi. Et Ouais, oui, et ouais. c'est pas le cas. Non, non, c'est pas le cas. L'enfant intérieur, c'est quasiment toute la partie avant aujourd'hui, quoi. Euh, Bah non, non, parce qu'on est adulte depuis un certain temps là. Donc ça sera toute la partie jusqu'à 25? Oui, je pense qu'on pourrait dire ça, ouais. Jeune adulte, tu vas jusqu'à 25 ans, effectivement. Mhm, Donc, toute la partie, tu pourrais aller jusqu'à donc in utero, l'accès à la marche, mhm. l'accès à la parole, ensuite tous les développements cognitifs, etc., les développements émotionnels. Tu commences à être pré-ado, tu es ado, les changements hormonaux qui viennent t'impacter dans tout ça, les changements relationnels au niveau social, des caregivers, etc. Ensuite, tu as l'adolescence, fin Mhm. d'adolescence, jeune adulte, entrée dans le monde du travail éventuellement pour ceux qui en trouvent, euh, tentative de création d'une famille, de couple, etc., etc. Ça fait beaucoup d'étapes dans lesquelles on peut se retrouver face à des très gros stress en fait, à pas savoir les gérer, et donc avec l'option que notre système nerveux, il a que deux façons de faire, soit il connecte les choses ensemble, soit il les connecte pas. Donc l'histoire des parties de la personnalité, c'est que ça. Hein. C'est que il Mhm. y a des parts de nous, des fois, elles pensent qu'elles restent isolées dans un coin, mais elles restent là. C'est on est une mémoire vivante. On n'est pas un disque dur. On est très différent d'un ordinateur. Hein. Bah Ne oui. serait-ce que tu vois bien que quand on essaie de se rappeler un souvenir, c'est pas comme quand tu cliques pour avoir ton image d'il y a 15 ans sur Google. Hein. Mhm. L'image sur Google, c'est la même. Toi, dans ta tête, elle est là. C'est- je vois plus trop la même chose en fait. Mhm.
Donc, ce système qui est assez fabuleux, alors, est-ce que tu aurais des exemples pour que ça soit un petit peu plus concret pour les personnes qui nous écoutent? Des exemples de travail avec des patients? Voilà, d'une démarche à travers cette technique, à travers cette approche. Donc, il y a plusieurs leviers que j'active pour travailler avec mes patients. C'est selon la problématique, en fait, hein. Le premier levier que j'active, c'est ce qu'on appelle un travail sur la neuroception. La neuroception, c'est comment est-ce qu'on perçoit le danger. Mhm. Et en fait, on réalise que ça, c'est un apprentissage, hein. Ce que toi, tu appelles le danger, ce ne sera pas le même pour moi. Et en plus, ça va activer différemment, du coup, nos systèmes de défense. Parce que si toi, tu dis c'est dangereux, bah, tes défenses vont s'activer. Si pour moi, c'est pas dangereux, aucune raison que mes systèmes s'activent. Donc, le premier travail, ça va être d'explorer ensemble. Donc, on fait ça très doucement, hein. On commence juste par être en face à face en séance, par exemple. Et moi, je vais demander donc aider mon patient d'être en mindfulness, en pleine conscience par contre, de l'espace. Qu'est-ce que ça lui fait quand il est face à moi maintenant? Qu'est-ce que ça lui fait d'être assis ou d'être debout ou d'être couché là maintenant? On va aussi multiplier les différentes expériences au niveau spatial pour lui montrer que son système nerveux ne réagit pas de la même façon. Et donc, en faisant ça, en fait, on va l'aider à récolter des informations, tu vois, de façon la plus neutre possible. Quand je dis neutre, ça veut bien dire que là, tu vois, je ne suis pas en train, moi, de lui demander de repenser à une mémoire traumatique ou à une relation qui lui a fait du mal, ou etc., etc. On n'est pas dans un système, tu vois, où on réactive les mémoires traumatiques. Dans Incorporé, moi, je pars du principe que les mémoires traumatiques, elles sont dans ton corps, de toute façon. Donc, elles vont sortir. Elles demandent qu'à ça, en fait. Mais il faut que ça soit connecté au présent, parce que le présent, il est connecté à de la sécurité. Ton présent, là, si tu es en séance avec moi maintenant, ça veut dire que tu es en sécurité avec moi. Et donc, tu vas pouvoir faire remonter des choses compliquées que moi, je vais pouvoir t'aider à digérer et réguler. Donc, exploration de l'espace, c'est une première dimension du travail. Ça permet quoi? Ça permet aux gens qui ont un système nerveux qui n'a plus l'habitude de fonctionner normalement, c'est-à-dire qui ont un gros défaut d'interoception. L'interoception, c'est la capacité à récolter des informations à l'intérieur de soi, hein. Donc, il y a plein de gens qui sont coupés, par exemple, sous leur menton, tu vois, ils ne sentent plus rien. Il faut les réentraîner à récolter des informations. Donc, ce travail-là, il vient réentraîner le système nerveux des patients à récolter des informations, à la fois en externe, dans l'espace, et aussi en interne, dans leur corps. Et moi, je fais des retours, bien évidemment, sur tout ce qui vient, pour les aider à comprendre comment ils fonctionnent, en fait, hein. Et les personnes qui sont hyper dissociées, Oui, qui ont un système de défense qui fait qu'ils sentent rien du tout. oui. Alors, avec eux, on va être obligé de faire ce que j'appelle, on va charger. On va charger le système nerveux, c'est-à-dire qu'on va faire des actions motrices qui vont créer, par exemple, des contractions. Donc, c'est très simple, hein. Tu te mets en position de pompe par terre, tu fléchis les bras. Hmm. Tu vas vite sentir que ça tremble. Et donc, bah, tu vois, tu as un niveau, tu es obligé en fait d'augmenter le son finalement. Quand ce sont des informations trop fines, il y a tellement de coupures dans le corps qu'ils ne sentent pas. Donc, le fait de créer, tu vois, de grands niveaux d'informations comme ça avec des grands mouvements dans leur corps, dans leurs muscles, ça les aide à commencer à réaccéder à un certain niveau d'information. Donc, tu fais une pause. C'est pas un cours de fitness, hein, on est d'accord, on n'est pas là Oui. pour les. Mais généralement, comme par hasard, on résout plein de problèmes au niveau corporel, hein, quand on reconnecte comme ça les gens et quand on Hmm. les aide à refaire travailler correctement leur système nerveux. J'avais jamais imaginé faire des pompes à un patient. Ouais, c'est original. Et ça marche aussi avec les squats, hein, si tu préfères les squats, il n'y a aucun problème. Les bras ou les jambes, les grands segments, hein, Hmm. faites ça avec vos patients. Vous pouvez pas obligé de les mettre les jambes tendues, pas obligé de sur les genoux, face au sol, juste repousser le sol, garder les bras fléchis, rester avec ça le plus longtemps que vous pouvez. Hmm. Ça va réactiver la respiration. Donc là, tu vas avoir beaucoup de manifestations très importantes du corps et du système nerveux. Et donc là, les gens vont les percevoir. Hmm. En fait, Et donc, ils se sentent vivants, quoi. ah ben oui, là, ils vont sentir qu'ils sont en vie, oui. Hmm. Ton corps va te le rappeler qu'il est là. Donc, on fait une pause, par exemple, et ça n'a pas besoin de durer longtemps, hein. On fait une pause avec ça.
Prenez le temps, observez, qu'est-ce que vous ressentez, décrivez-moi ce que vous ressentez. Et on y retourne. Est-ce que vous pouvez tenir un peu plus longtemps maintenant? On va peut-être le faire 2, 3 fois, et après, je passerai sur les jambes. Pour des premiers entretiens, hein. Après, j'ai Mhm. toute une série de mouvements, moi, de travail sur les mouvements que je fais faire aussi, qu'on abordera. Donc ça, admettons qu'on fasse ça 3, 4 séances, tu vois, pour réentraîner. Une fois que les informations, du coup, commencent à mieux circuler, à être mieux perçues, il y a aussi la demande, hein. Qu'est-ce qu'ils me demandent, en fait? Pourquoi ils sont là? Qu'est-ce qu'eux veulent travailler? Donc, en ayant évalué leur niveau de présence, moi, je vais voir aussi qu'est-ce qu'ils ont besoin d'un entraînement spécifique. Donc, j'ai tout un arsenal de mouvements que j'ai appelé les mouvements du présent, qui aident à développer les capacités de présence. Et tous ces mouvements, en fait, ils sont basés sur les mouvements qu'utilisent tous les bébés pour accéder à la marche et à la bipédie. Mhm. Donc, tu as d'abord la respiration, tu as un travail respiratoire très simple. Ensuite, tu as le travail de la poursuite oculaire et du contrôle de la tête. Donc, comment les bébés commencent, tu vois, quand ils commencent à émerger et à accéder Mhm. à la gravité, à la résistance, à travailler la résistance, à relever le haut du corps et donc à essayer avec leur système visuel, tu vois, d'explorer parce que tout est neuf pour eux. Donc, on retravaille ça avec l'agrippement cognitif aussi au niveau des yeux. Ensuite, on va commencer à basculer. Donc, on va travailler sur les retournements, toujours en pleine conscience. Ensuite, on enchaînera avec la reptation, les balancements, et ensuite, on sera sur le quatre pattes. Et donc, la construction de cette chaîne, tu vois, qu'on retrouve chez tous les êtres humains, vient qu'on vient réinstaller plein de petits sous-systèmes de la part du présent qui viennent les aider à accéder à plus de sécurité, toujours plus d'interoception, mais parce que comme on est dans le corps, ça brasse énormément d'informations. Et comme c'est vraiment focalisé sur la présence, et que comme on se retrouve tous les deux, tu vois, à être au sol, euh, on n'est pas dans quelque chose de, encore une fois, de déclencher des mémoires traumatiques insupportables. Tu vois, Mhm. on revient d'abord progressivement à la vie et dans le jeu ensemble. On est connectés ensemble, on se roule par terre ensemble, hein, tu vois, Mhm. tout simplement. Donc tout ça, ça va permettre de, encore une fois, tu vois, de réhabiliter, de réenclencher des fonctions saines du système nerveux. Et ensuite, une fois que ça se sera bien stabilisé, eh bien, on pourra commencer à faire un travail plus spécifique avec les parties. Et donc là, moi, j'ai développé un protocole qui s'appelle le protocole départ, qui va permettre donc à cette part du présent d'aller s'occuper des différents sous-systèmes qui sont blessés, dérégulés, etc. Les grandes étapes, ce sont celles-là. D'accord. Et ensuite, est-ce que ces étapes-là vont fournir des ressources qui vont permettre aux personnes seules ensuite d'avancer? C'est l'intérêt, hein. C'est que tout le travail au sol qu'on fait ensemble, ils vont pouvoir l'entretenir chez eux. Ils vont même devoir l'entretenir chez eux, hein. Il y a aussi une dimension, comme je te disais, où on apprend aux gens, on réapprend aux gens à se réapproprier leur corps. C'est bien pour leur dire que c'est votre corps, que c'est à vous en occuper. Hmm. Il y a un moment donné, on est responsable de soi, hein. Donc, C'est ce que j'allais, oui, c'est ce que j'allais dire, de leur redonner la responsabilité. reprendre la responsabilité de leur Hmm. part, de leur corps, de leurs mouvements, de leur hygiène de vie, de leurs pensées, de leurs émotions, etc., etc. Ça leur appartient. On peut les aider à réinstaller ça, c'est sûr, mais l'idée, c'est pas de les rendre dépendants à vie et qu'on passe notre vie, nous, à nous occuper d'eux, hein. Hmm. C'est pas du tout ça. Oui, 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 le but, c'est pas d'aller vivre chez eux, hein. Non. Ni eux chez nous. Ça, c'est sûr. D'accord. Exact. Alors, donc aujourd'hui, ce modèle que tu as mis en place, tu l'utilises à la fois en cabinet et Oui. surtout tu le transmets aux thérapeutes. Oui, j'ai aussi créé un programme qui se fait en ligne, Mhm. que j'ai appelé Update, donc la mise à jour. Alors, on va juste aller faire un petit tour sur ton site internet. Alors, c'est pas sur celui-là, du coup, c'est sur Ah, un autre. alors, Il faut que tu vas sur incorporé.org. hop, incorporate, incorporate.org. .org. C'est celui-ci? C'est celui-là. D'accord. Et donc, si tu vas dans Update, en haut, Ouais, voilà. Donc ça, c'est des programmes de groupes thérapeutiques que j'ai créés, que j'ai lancés cette année, d'accord. qui permettent donc de venir travailler sur les parts
On Mhm. est en ligne, on se voit, c'est 6 lives de 2 heures, en 6 semaines d'affilée, et qui permettent donc de travailler spécifiquement sur les parties. Et là, c'est destiné au grand public ou aux thérapeutes? À tout le monde. Là, Là, c'est c'est pour pour tout le monde, hein. tous ceux qui veulent travailler sur leur part, découvrir un peu le modèle incorporé, une partie en tout cas, puisque comme on est en ligne, la dimension corporelle est beaucoup plus limitée, Mhm. mais il y a quand même une petite pratique corporelle que je donne aux praticiens pour apprendre à se réguler et à mieux gérer leur corps et leurs émotions et leur part du présent. Et donc pendant ces 6 semaines, en fait, on va donc faire un tout petit point théorique au début, où je parle des parties, où je parle du système nerveux, un peu tout ce que je t'ai dit là, de l'importance des mouvements, et sur lequel après on travaille, je leur apprends à travailler avec leurs parties. Donc D'accord. ils se donnent un objectif en début de parcours, et moi après ben, je les guide. Il y a vraiment une dimension d'exploration qui est très importante, hein. Le cerveau humain, c'est une machine à gérer de l'espace, hein. Euh, il nous sert parce qu'on a eu besoin de se mouvoir, de bouger au travers de la planète, hein, pour s'adapter, pour survivre. Mhm. Donc c'est surtout une machine à bouger, hein, au départ. Donc tout ce qui permet de retrouver ces fonctionnements-là en termes de voyage, en termes d'exploration, ça nous reconnecte à des fonctions très basiques et surtout très saines pour nous. Est-ce qu'il y a des personnes pour qui c'est déconseillé de le faire seul comme ça? Est-ce qu'il y a des pathologies? Est-ce qu'il y a des profils où c'est pas, ça va pas être confort, ça va pas. De toute façon, ça ne va pas être confort. Oui, non mais quand je dis pas confort, c'est-à-dire de toute façon oui, dès qu'on fait un travail sur soi, c'est pas confort. C'est ça. Mais je veux dire jusqu'où? Est-ce qu'il y a des limites? Pour le moment, j'en ai pas posé. T'en as pas posé. La limite, c'est que j'ai que 6 places par groupe. J'accompagne que 6 personnes pour pouvoir justement prendre le temps de sécuriser chacun d'entre eux et Mhm. veiller à ce que les activations ne soient pas trop débordantes pour eux. Voilà, voilà, c'est à ça que je pensais. C'est quand Donc ils le c'est refont pas. seul que l'activation les dépasse pas, quoi. Alors dans les 6 premières séances, moi je leur demande pas de faire un travail supplémentaire entre les séances. Mhm. Tu vois, comme ils sont encore en termes d'apprentissage, je prends le temps de vraiment de les aider à aussi intégrer l'idée que ça peut prendre du temps et qu'il ne s'agit pas de charger la mule. C'est-à-dire qu'un système nerveux blessé, par définition, il ne peut pas intégrer beaucoup d'informations. Donc on y va pas à pas. Déjà qu'on fasse de l'intensif 2 heures par semaine alors qu'avant il faisait rien, c'est un Oui, changement. oui, c'est déjà pas mal, ouais. Donc après, le simple fait, tu vois, de pouvoir juste poser ses mains comme ça tous les matins, se connecter à soi et juste dire bonjour à toutes ses parts, ça prend 3 minutes et c'est fait. Tu as entretenu la connexion. En neuroplasticité, on sait que ce qui compte, c'est la fréquence plus que la durée. Mhm. Ce qui va permettre de créer des nouveaux réseaux, c'est le fait que tu répètes une action. Donc, ce genre de petites pratiques simples, tu vois, ça c'est faisable par tous, sans replonger dans les parts et dans éventuellement tous les trucs traumatiques qu'elles ont à dire. Ça, on gère ça ensemble. Et puis j'imagine que tu leur donnes des outils pour apprendre à se réguler. Oui, Hmm. totalement. Bon. Donc il n'y a pas de contre-indication. Non, pour le moment, non. Je te dirai si j'en trouve. Je sais qu'il y a beaucoup de praticiens, j'ai beaucoup de collègues qui ils ont peur des activations des patients. Et donc, ça peut leur poser problème comme ça quand moi je donne des outils et ils ont l'impression, mais comment vont faire les gens tout seuls? Ben, moi, je leur réponds, mais comment ils font déjà tout seuls, les gens? Quand ils se retrouvent au restaurant ou dans le tramway ou n'importe où ils se retrouvent totalement déclenchés, totalement coupés, totalement dissociés avec des gens autour d'eux qui ne Hmm. savent pas du tout comment les gérer parce qu'ils ont une mémoire traumatique qui est remontée, comment ils font? Ils gèrent. La grosse différence, c'est que moi, je les apprends à mieux gérer. Hmm. Oui, et puis on parle pas d'un public qui aurait des pathologies psy avancées, quoi. Non, non, les gens savent, gèrent déjà leur vie sans nous, hein. Hmm. Le niveau de dangerosité, pour moi, il est bien plus bas que celui qu'on peut croire, hein. Les gens gèrent déjà sans nous, ils gèrent déjà leur trauma, leur part savent déjà gérer leur survie. Ils n'ont pas besoin de nous, hein, globalement, pour leur quotidien. Par contre, pour transformer les choses, oui, Hmm. Ça revient vraiment à l'idée que on reprend la main sur soi, on redevient responsable de soi parce qu'on est capable, ça, quoi. exactement. Chacun a son rythme, chacun a son niveau. Moi, j'aborde le sujet en disant qu'on veut juste progresser, on ne cherche pas la perfection, on veut juste faire des progrès.
Et donc, j'aide aussi les gens à repérer qu'est-ce que c'est que des progrès par rapport à leur système nerveux hein, dans cette approche-là. Qu'est-ce que ça veut dire que progresser? Ben, admettons que la semaine dernière, vous étiez déclenché pendant 5 jours et que vous n'avez pas pu sortir de votre colère pendant 5 jours. Si la semaine d'après, ça vous a pris que 4 jours et demi, ben, c'est un progrès. On est d'accord. Les plus petits pas possibles. Si tout d'un coup, ça dure qu'un jour au lieu d'une semaine, je fais, ah ben, ça pour vous, c'est quoi? C'est pas un progrès? Qu'est-ce que c'est? Vous dites, ça fait 15 ans que ça vous prend des semaines à vous réguler, là vous dites, ça a duré 15 jours. Ça, c'est pas un progrès. Donc si ça, c'est pas un progrès, qu'est-ce qui est un progrès en fait? C'est l'idée de construire un process aussi hein, qui est compliqué pour les gens. C'est que voir les étapes, en fait. C'est des Oui, étapes. et puis On n'est pas des machines. on est On beaucoup change pas un dans... disque dur et un bras Voilà, ou c'est quoi que ça. ce On est soit. beaucoup dans l'attente du on-off, quoi. Ouais, C'est-à-dire c'est ça. que, hop, on Ça n'a change, aucun hop, sens. c'est fini, quoi. C'est exactement ça. Mais on retrouve ça dans plein d'autres domaines. Hein. Changement d'organe au lieu de réparer. Hein. Tu prends les voitures, tu prends n'importe quel produit, quoi. On a encore trop tendance à se penser comme des machines. On n'a pas encore perçu, la majorité des gens n'ont pas encore perçu la magie de ce que c'est qu'un corps vivant, Un corps, oui. un être vivant et un corps humain, quand tu te penches dessus et que tu vois à quel point c'est puissant, synchronisé dans le développement. Moi, quand j'ai repris toutes les étapes de développement embryonnaire C'est fantastique, hein, c'est fantastique, c'est un vrai miracle, quoi. Moi, ça me fait halluciner à chaque fois de voir mais comment tout ça peut s'agencer tout seul en même temps. Tu vois? Mais prends quelque chose de beaucoup plus terre à terre, la cicatrisation. Tu te coupes. Oui, c'est pareil. Mais hop, c'est pareil. tout se met en route et ça cicatrise. C'est pareil. Et c'est pareil pour la grossesse. Comment le corps de la femme sait que celui-là, ce corps étranger-là, il faut qu'il le garde. Oui. On ne sait toujours pas non plus. Voilà. Bon. Donc c'est juste magique. En fait, on réaccède à notre magie, hein, tout simplement. Et à notre pouvoir, quoi. C'est ça. Mais au bon sens du terme. Complètement. La grosse différence, c'est que tu te rends bien compte qu'il y a des choses que tu contrôles et d'autres pas. Que ça nous pousse à l'humilité aussi. Hein. C'est que, comme je te disais tout à l'heure, hein, ces systèmes-là, ils vont de toute façon nous protéger, qu'on le veuille ou pas. Donc, il vaut mieux collaborer avec eux. Finalement, c'est eux qui nous accueillent. Hein. C'est pas nous qui décidons pour eux. Hein. Ils sont déjà bien gentils de nous accueillir dans le corps. Donc, derrière, on a plutôt intérêt à être sympa. Ça n'a aucun intérêt de... Bref. Soyons de bons colocs. Exactement. Alors, si les personnes veulent te consulter, comment ça se passe? Alors, le plus simple, c'est de passer par incorporé.org. On a vu le site tout à l'heure, donc ils peuvent envoyer des mails, des messages. Il n'y a aucun souci. Tu prends des patients encore ou plus? Des patients, non. En individuel, là, c'est très rare, surtout que j'ai eu quelques créneaux qui se sont libérés en septembre, et donc là, j'ai déjà fait le plein. Par contre, du coup, c'est aussi pour ça que j'ai créé d'autres espaces thérapeutiques. Hein, que le update, il sert à ça. Le update, j'essaie d'en faire. Là, je vais en lancer 2 en même temps. Ils seront les mercredis. Ils commencent le 12 octobre. Et donc, c'est 6 personnes. Et il y en a 2 par jour. Là, il y en aura un le matin de 10h à midi et un autre de 18h à 20h. Donc, les updates, 10h midi et 18h, 20h. D'accord. Voilà, tout en sachant qu'il y en a un qui est déjà presque plein parce qu'il a il y a déjà 4 inscrits dessus, c'est celui du matin. Il reste que 5 places pour celui du soir. Voilà, et celui-là, je vais le faire, j'essaie de le faire, tu vois, au moins un par saison. J'en ai déjà fait 2 en début d'année. Là, j'en refais 2 en même temps pour l'automne. Et après, je pense qu'après, ce sera D'accord, donc ça fait 6 fois 2 heures, donc ça fait 12 heures de travail thérapeutique, quoi. Exactement. C'est quand même pas rien. C'est pas rien du tout, et tout le monde est super content jusqu'à maintenant des résultats. Donc, super. On continue. Ok, écoute, je te remercie, Julien. C'était passionnant, intéressant. Merci à toi. C'est toujours intéressant justement de voir quelqu'un comme ça qui est dans la créativité et qui sort des protocoles pour... c'est comme ça qu'on fait les grands chefs en cuisine, c'est qu'ils sortent un petit peu de tout et ils font les bons assemblages. Alors, on a besoin d'oser innover et d'expérimenter parce que j'ai eu le retour là d'une personne, par exemple, qui m'a demandé si mon protocole était validé, l'update, est-ce que c'est validé? Et j'étais là, mais on ne peut pas commencer par la validation. S'il faut d'abord expérimenter, je dis pas qu'il est parfait non plus, donc qu'est-ce que je vais pouvoir améliorer? Ça va être dans l'essai-erreur. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc il faut lancer des trucs, mais par contre derrière il faut
il faut une démarche d'amélioration, voilà, de perfectionnement derrière, tout simplement. Bon, et puis c'est un mouvement, hein. Et c'est un mouvement, donc c'est vivant, donc on est de plus en plus nombreux. Là, moi, je vais arriver à mes 70 praticiens formés. On est en train de, je vais produire mes premiers formateurs pour l'année prochaine. On est en train de créer de nouveaux espaces thérapeutiques parce que Mhm. tout le monde a envie de bosser en groupe, parce que c'est très puissant. L'effet de groupe est très très puissant. Donc, connecter le travail sur les mouvements, sur la pleine conscience et les réflexes archaïques et le groupe, on a de très très beaux résultats. On a de très belles expériences. Bon, Donc, ça, c'est ce qui va sortir l'année prochaine. c'est ce que j'allais dire. Ça laisse de belles perspectives à venir. Exactement. Bon. Je te remercie. Avec Merci à grand tous plaisir, pour merci votre à toi, écoute. Et infiniment. puis voilà, n'hésitez pas à faire des commentaires. Julien répondra. Exactement. À À très bientôt, merci. bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir.